Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Prima INSEE, en votre compagnie, Diane. Oui, exactement. Luc, bonjour, bonjour à tous. Avez-vous passé un bon week-end? Très bon week-end. Moi aussi. Ah ben Moi voilà. aussi, un excellent week-end. Et vous savez, le lundi, nous parlons innovation. Et là, on va montrer que les Américains n'ont qu'à bien se tenir, parce que nous aussi, en Corse, nous avons notre studio 3D. Grâce à qui? Grâce à vous, Pierre Diolafay. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes directeur de Studio 20. Absolument. C'est cela. En quelques mots, qu'est-ce que c'est Studio 20, donc? Société de production et de post-production, de programmes audiovisuels au sens large, c'est-à-dire de la publicité au cinéma, en passant par l'animation, la communication, la pub et tous les gens qui ont besoin ou envie de faire des images et d'en avoir une utilité ou commerciale ou ludique. Voilà. Y compris la 3D. Et donc, beaucoup la 3D. Beaucoup la 3D. C'est notre concept qui est un concept de studio virtuel basé sur les nouvelles technologies. Vous êtes basé à Bigoulia. Affirmatif. Vous avez fait la bonne route pour venir jusqu'ici? Oui. Bon, à côté de vous, faut-il encore vous le présenter? Oui, quand même encore un petit peu. Emmanuel Pierre, bonjour. Pour la dernière fois de l'année d'ailleurs. Oui, et oui, c'est votre dernière venue, directeur de l'incubateur de Corse. Un de vos incubés. Exactement. Hein? Oui. Fier? Très fier. Très fier parce que... issue de l'incubateur qui marche bien. Parce que pour les téléspectateurs fidèles et qui nous suivent depuis quelques années, on avait déjà fait une émission ensemble l'an dernier. C'était aux prémices avec vous, Pierre. Ah, vous n'étiez pas, vous, effectivement. Et là, carrément, c'est parti. On va voir ce qui est parti. D'ailleurs, on va voir. Mais avant cela, on joue avec vous, Diane. Ce que je vous le disais, oui, nous en parlions la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est, et pour toute la semaine d'ailleurs, la semaine grecque. Donc nous nous mettons à l'heure grecque. Et vu que dans cette émission, nous n'arrivions pas forcément à nous mettre à l'heure grecque, puisque la thématique n'était pas forcément très grecque, je me suis dévouée. Et je vais parler de la Grèce. C'est bien. Mais il n'y a pas que dans INSEE, mais quand on fait dans les programmes, on va le voir tout au long de la semaine. Moi, hier soir, je regardais un très beau documentaire sur VST concernant le cinéma grec, Misocampade. Voilà. La mythologie grecque, c'est ça. C'est ceci dont je voudrais vous parler. Vous la connaissez tous. Elle serait apparue vers 3000 ans avant Jésus-Christ sur l'île de la mer Égée, où le peuple de Crète s'était installé. Et donc, cette mythologie, elle va beaucoup évoluer à travers le temps. Elle va beaucoup influencer la mythologie romaine par la suite. Et d'ailleurs, c'est quand la civilisation grecque va rencontrer la romaine que la mythologie grecque va aussi rencontrer, bien sûr, la romaine. Eh bien, je vais vous parler de cette mythologie. Je vais passer un petit peu sur toute son histoire. Et je vais vous proposer un petit quiz concernant... Moi, j'adore l'Olympe. Vous le proposez à qui, le petit quiz? Vous, d'accord. Vous avez bien fait de descendre, Pierre de Bastia. On va tester votre culture mythologique. Voilà. J'étais passionnée d'Olympe, de l'Olympe, d'Olympe aussi, notre chroniqueuse, mais de l'Olympe quand j'étais petite, et j'adorais les dieux. Je ne sais pas si vous aussi, non, Oui. J'ai passé ma vie à regarder un petit peu tous ces dieux, leur pouvoir, leur histoire d'amour d'ailleurs, qui est assez tumultueuse. Alors je vous propose ce petit quiz et on démarre tout de suite avec... Donc vous devez reconnaître le dieu, hein. Je ne joue qu'avec les dieux qui sont sur l'Olympe, la petite montagne. Regardez ce premier dieu, c'est assez facile. Oui. Bravo. Bonne réponse. Vous avez même un petit... C'était pas dur, il ne faut pas faire le malin. Hein. C'était pas dur. Donc, moi j'ai fait ma bonne réponse. Vous avez vu les attributs de Zeus, bonne réponse. L'éclair. Un point de l'éclair, bien sûr. L'aigle, la foudre. Et bien sûr, vous savez aussi, vous connaissez aussi le nom romain? Jupiter. Exactement. Et c'était le fils de Chronos et de Rhea. Et Zeus, quand même, il va se marier à sa sœur qui est Héra. Donc la consanguinité était totalement approuvée chez les dieux. Et il est le père de plusieurs dieux et de très nombreux héros. Les dieux font des dieux. Les dieux font des dieux. Les dieux font des dieux. Nous continuons, et ne regardez pas ma feuille. Non, je regarde pas, je triche pas. Avec ce dieu. Ah, là, on fait moins les malins. Je viens le regarder, il n'a pas l'air très sympa. Il a un chien, regardez bien le chien. Oui, c'est celui qui gardait la porte. Voilà. Je ne sais plus comment il s'appelle. Tu veux dire un genre de Vulcain? Non, avec les chiens, non, c'est le Vulcain grec, c'est ça? C'est pas forcément le Vulcain, c'est le dieu qui gardait les enfers. Est-ce que vous vous rappelez son nom? Il s'agit... Ne nous faites pas souffrir comme ça. On nous dit derrière la caméra Hadès, et c'est une excellente réponse. Le dieu des enfers Hadès. Et donc c'est bien sûr le trône, ce chien qui est le Cerbère. Ridiculisé, Emmanuel. Exactement. Moi, logiquement, je suis animateur, donc j'ai pas à répondre. En fait. Mais non, c'est pas méchant. Mon rôle, c'est d'animer. C'est pas de répondre. Mais on oublie souvent les dieux grecs, c'est totalement pardonnable, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc il règne sous la terre et il va épouser, il va plutôt enlever Perséphone. Et donc Perséphone, elle reste 6 mois de l'année avec lui sous terre, donc au-dessus sur la surface, c'est l'hiver et c'est l'automne, il n'y a plus rien. Et quand elle remonte à la surface, c'est l'été, le printemps. D'accord. Voici. Et il est frère de Zeus. Vous en avez combien de dieux? Allez, un autre dieu. Vous êtes impatient? Le pire. Non, justement.
Ok, c'est più bello. C'est Aphrodite. Exactement, une excellente réponse. C'est Aphrodite avec un autre style de dessin d'ailleurs. Je la trouvais plus jolie comme ça qu'en dessin. Aphrodite et son nom, Vénus. Bien sûr, hein. Vénus, donc déesse de la germination, de l'amour, des plaisirs, de la beauté, et j'en passe. Et donc, c'est Vénus pour les Romains. Et c'est marrant parce que on va en parler tout à l'heure, mais vous avez fait des documentaires, notamment sur les Romains. C'est un très joli sujet, tout ça, c'est des belles histoires. Vous devriez avoir une connaissance encyclopédique sur les dieux grecs, puisque... C'est d'autant plus impardonnable. J'ai un peu la tête ailleurs, là, mais sinon, oui, je me berce tous les matins de mythologie. Encore deux. Encore deux. Très vite. Contemporaine, d'ailleurs. Je vais éternuer, excusez-moi, c'est terrible, je suis allergique, je ne sais à quoi, mais à quelque chose. On y va avec celui-ci. Ça, c'est Vulcain, ça. Vulcain. Pour les Grecs, est-ce que vous avez le nom Est-ce que vous avez le nom grec? C'est Héphaïstos, mais la réponse est totalement bonne. Vous avez donné Vulcain. Je crois que nous avons les caméramans les plus cultivés de... C'est vrai, ils sont tous là. Héphaïstos, Vulcain. On va leur mettre un micro. Dieu du feu, dieu des volcans, pardon. Et donc, il est fils d'Héra et de Zeus, mais il est... On dit aussi qu'il est fils d'Héra seul, parce que Zeus, vous le savez, avait fait Athéna tout seul puisqu'elle était sortie de sa tête. Et Héra a dit, moi aussi, je suis capable de faire des enfants seuls. Elle a fait Héphaïstos. Mais quand elle a vu, il était boiteux, il était moche, infirme. Bon, elle l'a vu, je ne sais pas comment elle le voyait, boiteux, petit, mais du moins, elle a vu qu'il était moche. Et elle l'a jeté de l'Olympe et il atterrit beaucoup plus bas. Et donc, il est devenu boiteux après ceci, d'ailleurs. Ah oui. Voilà. Il est boiteux, mon fils. Boiteux. Voilà. Le dernier. Et puis, elle est un dernier. Elle regarde ta fille. C'est parti. Oui. Regardez, c'est une statue. J'ai changé aussi l'image, l'icône. Est-ce que vous reconnaissez? Elle a un casque. Exactement. Athéna. Très, très bonne réponse. C'est Athéna, donc déesse, c'est Minerve, hein, chez les Romains, oui. Déesse de la guerre, de la sagesse, des artisans, des artistes, des maîtres d'école. Et elle, c'est toujours l'olivier qui la caractérise. Et la chouette aussi. Elle était donc sortie tout droit du crâne de Jupiter qui avait beaucoup souffert lors de l'accouchement. Demain, on ne fait pas les dieux grecs. Hein. Non, mais vous avez d'excellentes réponses. Oui, ceci dit, ils ont été très bons. Voilà. C'était très brillant. Allez, c'est l'heure pour nous d'accueillir notre chroniqueuse du jour. Innovation. Elle arrive. Célia, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. J'ai vu que vous connaissiez toutes les réponses, vous, par contre. Hein. Truc de dingue. Célia, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler quand même de quelque chose d'assez insolite. On va parler du travail de Pierre. Alors, qui aurait pu imaginer que dans la périphérie bastiaise, au milieu des hangars, se cachait un studio? Alors, pas n'importe lequel, un studio de cinéma, un studio d'effets 3D, un studio de télévision, ou encore un studio où on peut recréer tous les décors possibles et inimaginables. On peut passer de la Corse aux pyramides d'Égypte, au fond abyssal, à l'espace. On peut voyager dans le temps, le futur, le passé. Bref, tout ça, c'est possible grâce à la magie de Studio 20 qui a été créé par Pierre, qui est ici avec nous. Alors, Studio 20, c'est avant tout une société de post-production et de design numérique. Bon, ça vous paraît un petit peu abstrait et surréaliste, et pour une fois, vous avez raison. Mais ce que je vous propose de faire, c'est pour une fois passer derrière, découvrir l'envers du décor et découvrir ce qui se passe derrière la télévision et comment la magie opère, et on se retrouve après. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. Hey! Et là, vous êtes dans la cuisine en fait du Studio 20. Donc on a adapté dans une enceinte qui fait à peu près 500 mètres carrés, entièrement enceinte d'un tissu vert qui est dédié à ce qu'on appelle nous l'intégration et l'incrustation. Donc on va pouvoir par un simple coup, par exemple comme si je fais ça, on va passer d'une galerie ultramoderne à une aérogare, à, si on fait ça, le palais de Versailles par exemple. Et on a la possibilité en quelques clics et avec une logique qui est plus de nouvelles technologies, donc d'imagerie numérique, ce que nous on appelle les images composites, on a la possibilité de recréer des décors, des personnages et finalement de revenir à l'essence du cinéma qui est de ramener du rêve. C'est vrai qu'on bénéficie de décors naturels assez préservés, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que ici les décors sont assez somptueux. On pourrait faire Jurassic Park si on voulait, sans trop de problèmes.
On va donc mélanger des pelures, des vraies images, des personnages en 3D, des vrais personnages. Et en fait, tout va être construit sur une succession de couches qui marche avec la profondeur du regard finalement, dans laquelle on va intercaler du vrai, du faux, du vrai mais fait ailleurs, pas au même moment. La magie du fond vert opère aussi de l'autre côté du miroir. Et ça se passe ici notamment. Alors on va l'incruster tout simplement. Donc c'est une technique qui permet d'enlever le vert et de remplacer le vert par une couleur transparente. Ce qui permet ensuite de mettre ce qu'on veut, un décor en 3D, un décor virtuel. Il n'y a plus de limite pour les réalisateurs. Les réalisateurs peuvent s'imaginer, tous les délires sont faisables. C'est-à-dire qu'il veut qu'on tourne à Versailles, et quelques minutes après dans le désert marocain ou sur la Grande Muraille de Chine, on a juste entre guillemets à acheter des images, des banques d'images peut-être, ou d'envoyer une petite équipe légère à aller filmer les images ou à les reconstruire en 3D, et on se met tout ça derrière. Venez, 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 approchez, approchez, entrez, entrez, entrez dans mon théâtre de carton plâtre, dans l'écarlate de l'univers d'un fou. Sur ce projet-là en particulier, qui est une série sur l'environnement, on va essayer de traduire le petit univers de Tino à l'échelle de l'univers de la planète, mais en respectant les principes même du propos du film, c'est-à-dire qu'on va utiliser essentiellement des matériaux recyclés, qui sont des vieux bouts de carton, des bouts de tissu, tout ce qui est détritus finalement du quotidien, qu'on va un petit peu sublimer, entre guillemets, ou de la matière finalement, des éléments qui nous donnent ce côté un petit peu magicien, quoi. On va donner de la vie à 3 vieux bouts de carton et ça va être super émouvant à l'arrivée, et c'est ça le but. Et ça va être émouvant à l'arrivée. C'est quand l'arrivée? C'est pour France 3 que vous avez fait ça, Pierre? C'est en cours de production et peut-être pas pour la rentrée, mais dans le courant du 3e trimestre, j'espère, de cette année. Oui, c'est un truc pour les enfants? Les enfants au sens large, j'espère que ça va s'adresser aussi ou que ça touchera aussi les parents, des fois qui sont plus intéressés parce que la problématique est assez sérieuse. Malgré tout, on parle des problèmes environnementaux, donc il y a moins de culpabilité de la part des gamins et tant mieux. J'espère que si les petits arrivent à insuffler effectivement ce qui leur apparaît comme normal aux grands qui ont l'impression que de toute manière eux c'est trop tard, ils changeront rien, ben, le job sera fait, c'est ça l'idée. Nos caméras sont allées dans la rue et il y avait pas mal de personnes qui avaient des questions à vous poser. On va écouter la première tous ensemble. Pourquoi le fond vert est vert? Parce qu'on a essayé avec le bleu, mais le bleu était bleu, donc non, on va prendre du vert parce que c'est la couleur qui a une capacité à être extraite la plus efficace finalement. Autrefois, on faisait avec du bleu, et le vert ou le bleu est quand même quelque chose qui date de l'époque où on faisait même de l'optique, hein, à savoir qu'on extrayait les couleurs télécinéma. Maintenant, on est plus à l'aise sur le vert, qui a une neutralité, on va dire, plus efficace pour ce qu'on en fait, nous. Question d'efficacité, quoi, simplement. Hein. Une deuxième question, s'il vous plaît. Bonjour, j'aurais une question. J'aurais aimé savoir quelle est la différence entre la différence de tarif entre la vidéo 3D et la vidéo studio. Je comprends pas bien la question, mais l'idée c'est que de toute manière les tarifs sont toujours à discuter en fonction du projet, que personne ne veut ni faire la même chose, ni n'a la même démarche, et qu'on s'adapte à toutes les attentes et on essaie au contraire d'adapter nos outils aux moyens. On n'a pas de tarif de base, ça veut, à notre niveau, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est quoi les commandes? C'est-à-dire, c'est qui est-ce qui vous commande parce qu'on a vu qu'il y avait France 3, on vous a commandé... On se positionne sur plusieurs marchés. On a fait pas mal de choses avec Emmanuel sur des projets innovants qui sont un petit peu dans la même problématique que nous, c'est-à-dire de devoir vendre des choses qui n'existent pas, de devoir les montrer avant qu'elles soient faites, ce qui est tout l'enjeu, la difficulté de nos entreprises à nous. Et on a travaillé aussi bien avec Alpha D sur ce projet de ballon lenticulaire, qui est très intéressant, mais qui sera peut-être abouti dans 1 an ou un an et demi. Il fallait pourtant qu'on le voit voler, donc on a aidé à ça. On l'avait proposé, Célia, bien sûr. Vous avez reçu Fred Vellutini avec ses poignets fantastiques, dont lui était persuadé de la validité, de la qualité, mais malgré tout, il fallait qu'il puisse le présenter, donc on a travaillé là-dessus aussi.
dans les projets. Donc vous aidez à présenter. Dans les projets incubés, on a travaillé avec Pierre Carrel. C'est une synergie en fait. Il y a quelqu'un incubé qui aide un autre incubé, etc. On favorise les rapprochements entre les différents porteurs de projets. Et là, en l'occurrence, Pierre apporte ses compétences dans la vidéo, dans l'audiovisuel. De communiquer avec des images, c'est beaucoup plus facile. Et c'est vrai qu'à fortiori, quand on n'a pas les choses sous la main, on ne peut pas les montrer. Donc il faut les fabriquer virtuellement. Et c'est ce qu'on s'applique à faire. Donc on est sur des marchés comme ça. On a fait même pour vous des plateaux virtuels un petit peu simples, on va dire, comme Bella Ciao ou Vent du Sud, qui sont des émissions filmées sur le même dispositif que la mini-série que vous avez produit aussi, qui s'appelait La Vitesse de l'amour, qui est aussi du programme court. Finalement, à chaque type de programme, on peut adapter un outil qui est assez versatile, mais qui, de toute manière, va amener une baisse des coûts et une plus grande liberté d'esprit, plus d'imagination. Finalement, les deux s'y retrouvent. L'aspect production et aussi l'aspect de liberté de création, puisqu'on peut maintenant, sur des films un peu plus ambitieux, avoir 500 000 légionnaires qui n'existent pas. On va le voir justement, Célia, je crois, avec tous les... ce qui n'existe pas. Il y a des exemples de travaux justement qu'a réalisé Pierre. Mais vous, votre compétence première, c'est de réaliser les choses qui n'existent pas. Alors ça peut être très bien un décor, ou alors ça peut être des personnages, ou alors vous, à partir de décors naturels qui existent, d'images captées dans la nature, vous arrivez à mélanger les deux. Oui, mais je crois que ça a toujours été le propre du cinéma, ça a toujours fonctionné comme ça. Méliès faisait du matte painting en peignant des glaces avec des artistes qui étaient des vrais artistes peintres. On laissait une petite fenêtre et à travers ça, on filmait le comédien qui était vrai, lui, derrière. On a d'ailleurs quelques images de ce que vous faites. Ces techniques-là ont été, pas mal transformées, ont beaucoup évolué grâce à l'image numérique. Mais finalement, c'est des vieux ressorts du cinéma où on fait de l'illusion malgré tout. Il ne faut pas trop qu'on raconte ce qu'on fait, les secrets de cuisine, on les garde, mais finalement, l'objectif pour nous, c'est que la magie opère, quel que soit le moyen qu'il faut pour y arriver. C'est ce que vous faites là, la vitesse de l'amour, la fameuse poignée dont vous avez parlé. Voilà, donc Versailles qui n'existe pas, où on n'y est jamais allé. On n'aurait jamais pu y aller parce que ça coûte 25 000 € la journée et c'est juste inaccessible. Dans quel cadre, Versailles ? Versailles, c'est une comédie musicale qui est aussi un projet qui est coproduit avec François Viastel, qui est une adaptation d'un spectacle vivant qu'on remet en scène à Versailles, aux États-Unis, à Londres et en Corse. Bien évidemment, on n'aurait jamais pu recréer de toutes pièces des vrais décors, ou ni même aller à Versailles. Donc on a trouvé d'autres solutions qui combinent pour beaucoup des vraies images qu'on va aller filmer ailleurs, qu'on va intégrer plus tard, de la 3D, du matte painting, de l'animation, diverses techniques qui font qu'on est souvent plus proche du cinéma d'animation que du vrai cinéma au sens nouvelle vague où il ne fallait pas de décor, on ne faisait que du vrai. On est revenu à du travail en studio avec différents corps de métier, sachant que ce qu'on a gagné pour beaucoup, c'est l'économie sur les matières premières puisqu'on ne construit plus, donc on ne jette plus. Et on est beaucoup plus sur du sédentaire, on n'a plus tous les problèmes de logistique, de déplacement. Pourquoi vous avez incubé Pierre ? Alors, le projet de Pierre, qu'est-ce qu'il y avait d'innovant? Oui, ce qu'il y a d'innovant dans le projet, principalement, c'est la création d'un logiciel qui va lui permettre d'améliorer son savoir-faire, sa production. Donc c'est ce logiciel spécifique, propriétaire, qui est développé par Pierre avec l'appui d'une SS2I, enfin, d'une société spécialisée dans le domaine. Et c'est ça qui nous a plu et surtout qui a permis d'avoir ce critère innovant qui nous permet, nous, ensuite d'intervenir. Donc l'élaboration d'un logiciel de création graphique 3D, un studio virtuel qui va encore améliorer le potentiel de Studio 20 dans le domaine de l'audiovisuel. Mais comment ça vous est venu de créer un studio d'animation en Corse, ici? Est-ce qu'il y a une vraie demande? Est-ce qu'il y a un vrai besoin? L'idée date pas d'hier, parce que ça fait quand même... Moi, j'ai commencé ce métier dans les années, je crois, en 1985, ça ne me rajeunit pas. Sur du dessin animé, après j'ai fait pas mal de longs métrages, de la télé, de la pub, qui me permet de maîtriser un petit peu les différents acteurs, on va dire, économiques du secteur, le fait de s'adresser à tous avec les spécificités de chacun. Et au-delà de développer l'éditorial ou de s'attacher aux histoires qu'on raconte, c'est aussi le moyen d'y parvenir qui était important, et notamment l'accès aux nouvelles technologies, puisque Emmanuel intervient sur la partie industrielle, on va dire, c'est-à-dire la mise en place de nouveaux outils qui vont permettre d'être plus performants
et de vous permettre peut-être de venir tourner Bella Ciao avec des caméras en mouvement perpétuel, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Donc on développe en fait en même temps qu'on produit, et on essaie de produire des programmes sur lesquels on puisse aussi tester notre dispositif. Pierre, mais pourquoi la Corse pourquoi la Corse? Vous allez faire que des programmes sur pourquoi la Corse? Non, là, en fait j'ai mis un premier pied en Corse en 2007 quand j'ai fait la Prodexé de L'Homme de Londres, le film de Bellatar, qui était un vrai film qui est parti à Cannes la même année, qui était je pense qu'on a dû faire ça c'est pas L'Homme de Londres, hein. Non, ça c'est pas un vrai cauchemar aux gens qui nous ont subi pendant un mois. Et petit à petit, je pense beaucoup, grâce à des gens comme Emmanuel, on a mis en place un dispositif qui m'a permis de finalement accoucher d'un projet qui était en gestation depuis déjà longtemps et pour lequel la Corse s'est avérée un berceau un petit peu idéal, en tout cas au niveau de la conjonction. Ça vous l'avez fait, ça c'est Rome, ça Pierre? Ça c'est Rome, en fait c'est la première expérience que j'ai faite sur du fond vert et de l'intégration sur un film de Fabrice Ourlier produit par Dockside, avec qui on continue à beaucoup travailler, où on a tourné les grandes plaines qui n'existent pas, de Galeria avec les 200 000 légionnaires qui n'existent pas non plus. À l'époque, j'ai fait le fond vert, on a tourné le fond vert en région parisienne parce que je n'avais pas encore le studio ici. Et ça a vraiment été le déclic qui m'a fait dire à un moment donné, ça il faut le faire là, maintenant c'est ici, il y a les gens, il y a les décors extérieurs qui sont somptueux, il y a une vraie volonté de la part de certains... C'est dur pour les comédiens de jouer sur fond vert? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est plus dur pour le réalisateur. Parce que le comédien, par essence, est habitué à jouer sur une scène vide. Vous pouvez très bien imaginer Shakespeare avec une table symbolique, un fond noir. Et le comédien va porter ça. S'il a besoin de ça, c'est que pour moi, il n'est pas comédien. En revanche, le réalisateur a beaucoup plus de problèmes à visualiser dans la mesure où on découpe beaucoup les plans. Qu'est-ce qu'on a fait là? Maintenant, on va se mettre là. La lumière, elle venait de là. Et travailler sans décor pour un réalisateur, c'est extrêmement compliqué. Donc, l'outil qu'on développe là, il est plus à l'attention des techniciens que véritablement des comédiens qui, eux, s'ils sont des vrais comédiens, ils savent jouer n'importe où. Pour les comédiens, c'est beaucoup plus dur. Si vous voulez faire une lumière raccord avec des directions de regard, des interactions entre des événements, ce qu'on appelle nous des événements ou des éléments, c'est beaucoup plus compliqué que de tourner en vrai. Pierre, vous parlez des techniciens. Est-ce que c'est compliqué de trouver des techniciens qui sont formés à ces métiers-là ici? On a la chance de bénéficier de la ressource de l'université, aussi bien pour la partie donc c'est pas plus dur. Multimédia. On a ce qu'il faut. Il faut les former. Il faut les former parce que je dirais pas que la Corse est plus facile qu'ailleurs, notamment pour ce genre de choses, mais en même temps, il faut les former. Et si à côté de ça, il y a une vraie volonté des institutions, notamment pour soutenir ce genre de choses, je pense que oui, on peut y arriver. Et la preuve... Oui, on a aidé Pierre à structurer son équipe, justement, et il a pu bénéficier de fonds de financement de la collectivité territoriale de Corse pour recruter ses collègues. J'ai une question, les questions se bousculent, on vous accélère un petit peu, mais Rome, là, ce qu'on a vu, parce que c'est passé, c'était un truc magnifique, c'est pour qui, ça? Ça, c'était pour Arte, c'est une copro, une vente un peu à l'international. C'était quoi? C'était un documentaire sur Rome? Un documentaire, 4 grandes batailles de l'Antiquité, 2 sur Rome et 2 sur Athènes. Et c'est Arte qui l'a commandé à votre studio? C'est Arte qui l'a commandé à Dockside et on a fait la prestation. Nous, on a fait ce qu'on appelle la Prodexé. D'accord, donc on peut vraiment exister sur le marché audiovisuel national en ayant un petit studio à Bigoul. C'est le but aussi? On a un gros projet qui a pour le coup plus d'essence, je dirais, plus d'origine ici. C'est presque Fortus et Napoléon. On travaille là sur les grandes campagnes de l'armée napoléonienne, notamment une campagne russe, une campagne d'Égypte, toujours pour Arte. Toujours avec un spectre international. Donc on a bien compris qu'avec votre studio, vous aidez des incubateurs à mettre leurs projets en images, grâce à des images 3D. Et puis vous répondez à des appels d'offres pour la télé, pour faire aussi des documentaires. Par exemple. Et puis qu'est-ce que vous pouvez faire aussi encore? C'est à peu près ça, publicité, long métrage. Ça, c'est quoi par exemple? Télé. Ça, c'est un documentaire sur les nanotechnologies qui était aussi une copro avec Dockside, qui a diffusé il y a 3 mois sur Arte, qui est un 52 minutes ici d'un triptyque sur les nouvelles technologies, avec un épisode produit par les Canadiens, un par les Japonais, un par nous. Et on a fait donc toute la partie fiction, puisqu'il s'agissait de raconter l'histoire de ces gens qui sont confrontés via les nouvelles technologies à des questions qui sont plus sociétales que véritablement de l'ordre de la médecine. C'était Jules, c'était la petite Jules qui est notre chroniqueuse du jeudi. Et l'intérêt de travailler ici, c'est qu'il y a notamment un vivier de comédiens vraiment riche et on a de moins en moins besoin de faire appel à de la ressource extérieure à quelque niveau que ce soit. Il faut prendre un peu le temps de poser. Dans le studio, je me demandais d'infographistes, de là, en équipe de base, on est 6 permanents, ce qui est déjà pas mal. Et après, on peut monter jusqu'à beaucoup plus en fonction des intermittents ou des artistes qu'on fait venir ponctuellement. Mais l'équipe de base, on est 6 en permanence. Donc la post-prod, en fait, encore, c'est vraiment une filière porteuse d'emploi. Je dirais si quelqu'un les crée, oui. Mais en tout cas, j'espère bien qu'on va pérenniser l'activité. C'est un petit peu l'idée, c'est de
de dynamiser, de professionnaliser d'une certaine manière cette activité-là, de ne pas se sentir, comment dire, c'est pas parce qu'on est ici qu'on n'y arrivera pas. Il y a des soutiens qu'on n'aurait pas forcément ailleurs. On est aussi beaucoup sur des supports immatériels. J'allais le dire, donc, justement. On travaille beaucoup sur de la fibre, sur de l'info. On peut travailler en parallèle à New York, à Paris et ici, sans aucun problème. On limite énormément les déplacements maintenant. C'est ce que j'allais dire, Pierre. Vous l'avez fait ici, Studio 20, parce que justement, on n'est pas là, mais il est là grâce à un incubateur. Il y a quand même... Ça a été très incitatif. J'avoue que la CTC au niveau production et la DEC, la CADEC et l'incubateur au niveau industriel sont des facteurs déterminants pour moi dans l'idée de construire ça ici. Sans ça, je n'y arrivais pas, je n'y serais pas arrivé. Et ça a vraiment été le déclencheur. De société, honnêtement, c'est pas, je dis pas ça parce que tu es là, mais c'est vraiment les facteurs déclencheurs. Ça tombe bien, il reste la deuxième partie de l'émission, donc vous pourrez encore dire merci. Vous avez bien compris, on se retrouve dans 5 minutes. Deuxième partie de l'émission, il y a même un invité supplémentaire. On va tout vous expliquer. Allez, à tout de suite.